Bonjour, bonjour les amis. Nouvelle émission, c'est pas du mainstream, avec les trois participants que vous connaissez, François Coq, Didier Maisto, et celui-là, c'est Régis de Castelnau, qui a comme caractéristique aujourd'hui d'avoir la crève. Donc vous allez être soulagé, mais vous allez peut-être l'entendre un peu moins que d'habitude, hein. Donc il ne va pas, comment dire, monopoliser le crachoir et c'est peut-être pour vous une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, on a décidé que chacun d'entre nous allait démarrer sur un sujet, allait proposer le sujet qu'il a euh, interpellé dans les 8-10 jours qui viennent de s'écouler. Et je vous propose. Et alors, donc, après, on va débattre bien évidemment de ce sujet. Ça va couvrir, comme vous devez vous en douter, l'actualité de notre pays, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, même si on parle de la marche du monde, c'est notre préoccupation et celle de notre malheureux pays. Bien, donc je vous propose de passer la parole d'abord à François. On t'écoute, François. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais aborder avec vous un sujet parce que vous êtes sans doute plus expert que moi pour en discuter et je suis intéressé par vos réactions là-dessus. J'ai remarqué deux faits assez étonnants, je sais pas, mais en tout cas assez singuliers dans les derniers jours. Le premier a eu lieu à l'occasion de la conférence de presse, ou plutôt de l'invitation que Emmanuel Macron s'est faite pour aller à la télévision parler devant les Français. Vous savez, hein, quand il s'est invité le 13 mai, il était censé nous annoncer des référendums, puisqu'il nous avait fait un teasing là-dessus pendant des mois, et finalement, il n'a absolument rien sorti de ce long commentaire, en réalité, de l'actualité qu'il est venu faire à la télévision. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que le seul sujet sur lequel il a fait des annonces, en réalité, c'est le sujet ukrainien, qui n'est pas un petit sujet. Et quand il a abordé la question de l'Ukraine, le président de la République a dit notamment que l'Ukraine devrait faire des concessions territoriales. C'est l'une des premières fois qu'il le disait comme tel. Alors bien sûr, il s'est couvert, il s'est réfugié derrière le fait que Zelensky, le président Zelensky ukrainien, avait déjà dit la même chose. Mais c'est, à ma connaissance, l'une des premières fois qu'il le disait si nettement et qu'il le disait comme tel devant les Français. Et d'ailleurs, dans cette même émission, il ne s'est pas contenté de dire cela, il a admis, il a acté qu'il n'y aurait pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Autrement dit, la ligne qui était la ligne portée par la diplomatie française et plus encore par l'Élysée depuis des semaines, des mois et depuis quasiment 3 ans, était en train de bouger. Et je dois avouer qu'il n'est absolument rien resté de cela dans les commentaires qui ont été faits dans la presse dite mainstream, puisque cette émission ici s'appelle C'est pas du mainstream, eh bien, dans la presse mainstream, le soir même, le lendemain et dans les jours qui ont suivi, il n'est rien resté de cette inflexion de ligne qui a été annoncée en tant que telle par le président de la République. Je vous donne le deuxième exemple tout de suite pour qu'on ait matière à réflexion. Quelques jours après, on était lundi 19 mai, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez, c'est la journée diplomatique qui a été extrêmement chargée, puisqu'il y a eu dans l'après-midi un échange téléphonique entre le président Trump et le président Poutine, puisqu'il y a eu ensuite une réunion téléphonique entre le même président Trump et la bande habituelle Macron, Starmer, Merz, ainsi que à leur côté la garde Schurm, Madame von der Leyen. Et le soir même, tout ça s'est terminé par une conférence de presse de Donald Trump. Et donc dans cette journée si décisive, il y a eu de la communication par les uns et les autres. Par exemple, le Kremlin a communiqué immédiatement après l'entretien Trump-Poutine sur le fait il y avait eu un accord pour aller vers une normalisation, ce sont les termes, c'est pas un petit terme en diplomatie, une normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis. Et puis d'autres, suite à la réunion entre les Européens et Donald Trump, ont communiqué, je parle là de la chancellerie allemande, sur le fait il y aurait un nouveau train de sanctions qui serait appliqué à la Russie. Ce qui, vous le voyez bien, entre en contradiction avec ce qui avait été déclaré après l'entretien entre Trump et Poutine.
Et le soir, eh bien, quand Donald Trump a pris la parole, lui, il a carrément dit très clairement que les États-Unis allaient se désengager de l'Ukraine. Il a dit, nous n'avons pas de boys là-bas, nous n'avons rien à y faire, et ce n'est pas notre objet. Et d'ailleurs, le lendemain, les Américains ont acté qu'il n'y aurait pas de sanctions communes avec les Européens, contrairement à ce qui avait été dit par les dix dirigeants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et la présidente de la Commission européenne. Et donc, dans cette séquence, voyez bien qu'elle était une séquence très vivante, les médias dominants, les médias mainstream, eux ont continué à communiquer sur quoi? Exclusivement sur la séquence en disant il va y avoir un nouveau train de sanctions contre l'Ukraine, qui vont être des sanctions qui vont être en même temps coordonnées par la France et les États-Unis, et ils ont continué à communiquer là-dessus, alors même que la réalité telle qu'elle était présentée, la réalité des faits, la réalité des paroles, la réalité des communications telles qu'elles étaient faites, ben, pouvait à minima prêter à confusion, mais très clairement permettait de désigner le fait qu'il allait se passer tout l'inverse. Et d'ailleurs, on se retrouve avec tout l'inverse, c'est-à-dire que les Européens engagent de nouvelles sanctions, mais les Américains s'en sont dégagés. Donc, ce que je voudrais, à travers ces deux exemples, mettre sur la table, c'est que on a souvent tendance à dire que le système politico-médiatique, c'est comme ça qu'on le présente, agit. Sauf que c'est peut-être pas aussi simple que ça. On a tendance à dire que les politiques imposent leur vue dans les médias. Mais la sensation que j'ai, moi, de plus en plus, c'est qu'on a des médias qui se sont largement autonomisés, qui ont une force d'inertie extrêmement forte et qui ne tiennent même plus compte des décisions, des paroles publiques qui peuvent être prononcées. Excusez-moi, quand moi, le chef de l'État français, quand le président de la République Macron, quels que soient les griefs que j'ai à son encontre, et ils sont nombreux, mais quand il prend la parole sur des sujets aussi importants, je l'écoute. Et j'ai tendance à me dire que bah, peut-être que sa parole indique un bouger de la position de mon pays. Eh bien, les médias ne jouent plus ce rôle. Et donc, dans ce lien, est-ce que finalement c'est le politique qui guide la parole médiatique, ou est-ce que c'est peut-être la parole médiatique qui aujourd'hui s'est totalement autonomisée et qui est la plus belliciste en l'espèce, puisque sur les deux sujets, il était question de l'Ukraine? Eh bien, j'ai un peu l'impression qu'on va vers cette tendance, mais je souhaitais avoir votre avis et votre retour là-dessus. Alors, on va se tourner vers le spécialiste des médias, hein, Didier, qui est un homme de médias, pour recueillir son avis. À toi, Didier. Alors, moi, j'ai remarqué les mêmes choses et je suis tout à fait d'accord avec la conclusion de François. Aujourd'hui, ce sont les médias qui suivent leur propre agenda. Ça s'explique de différentes manières. D'abord, les médias sont propriétés d'oligarques qui ont un agenda propre, qui sont apatrides et qui défendent des intérêts de business. En l'occurrence, si on parle de LCI, Bouygues a l'ambition de participer, il n'aura que des miettes à mon avis, mais bon, c'est un autre sujet, à la reconstruction de l'Ukraine et notamment de Kiev, dont tout le monde a dit dès le début de la guerre d'ailleurs qu'elle serait reconstruite et qu'elle serait une ville pilote en termes d'écologie, de transport, d'énergie, de travaux publics. Et donc, Bouygues connaît ça par cœur, je sais comment ça marche, pas besoin de donner d'ordre, c'est suggéré hein, au patron des médias qui suggère au patron du média, qui suggère au rédacteur en chef, qui suggère euh, aux experts qui interviennent sur le sujet. La caricature a été atteinte, effectivement, en ce qui concerne l'Ukraine avec LCI, parce que nous avons des gens tout à fait à la fois incompétents, pas au niveau, comme Ala Poedi, qui parle un mauvais français, qui est une Ukrainienne qui était à la tête de réseaux un peu particuliers pour hommes d'affaires russes et ukrainiens dans la deuxième ville de France, notamment, que j'ai connu à une époque, hein. Non pas le réseau, mais Ala Poedi, qui vantait les mérites à l'époque de la Russie, hein, suivez l'argent, et je n'en dirai pas plus. Donc voilà, et puis vous avez des espèces de généraux à la retraite, 5 étoiles, qui ont passé toute leur carrière dans des bureaux, des gens, voilà, ou des gens d'officine, ou des faux pilotes d'avion
Il y en a un qui s'est un peu vexé, qu'on appelle l'hôtesse de l'air dans le milieu de l'aviation. Il se trouve que je suis très ami avec la famille Klosterman, avec Jacques Klosterman, qui est un de mes meilleurs amis. Son père était l'as des as, hein, Pierre Klosterman, le grand cirque, des gaullistes historiques. Jacques, il sautait sur les genoux du général de Gaulle. Il est lui-même ancien pilote de chasse, commandant de bord, instructeur Air France, et son fils a suivi son exemple. Donc tous ces gens-là savent de quoi ils parlent et on va chercher le pire du pire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand les médias sont en affaire avec l'État ou avec des États ou dans des secteurs où ils ont évidemment ce qui fait leur business, ce qui fait leur chiffre d'affaires, ça vient dicter leur ligne éditoriale. Ça, c'est le premier point. Je prends un autre exemple parce qu'il faut toujours illustrer par l'exemple. Nous avons CNews. CNews, Bolloré, c'est pas de faire injure là non plus que de le reconnaître. Il est fervent catholique. Il a des convictions très ancrées. Il fait rien sans confesseur, qui est l'homme le plus important dans la galaxie Bolloré. Et donc, voilà, il a fait des choix et il fait des choix dictés par sa foi, son attachement à la religion. Et donc, ils ont décidé de, non pas parce que moi je l'avais dit, rappelle-toi Régis, hein, depuis longtemps, vous vous trompez, CNews ne roule pas pour le RN, vous verrez qu'il roulera in fine, je ne savais pas qui serait le candidat, mais pour LR. Mais simplement, comme LR fait la course derrière le RN et que le RN ne sera jamais élu, c'était mon pari. De toute façon, on en avait parlé dans une précédente émission. On allait préparer, j'avais dit, un terrain favorable sur les étrangers, les Arabes notamment, hein, l'islam, etc. Et Retailleau, évidemment, le shérif chétif, le chouan malingre, était l'homme tout désigné, quoi. Et donc, vous avez des gens comme, je vais le citer, hein, Monsieur Jourdain, Pascal Praud, qui fait des éditos enflammés pour Retailleau, etc. Donc, ça peut changer. Il était très obséquieux, ils étaient très soucieux de faire attention par rapport à Monsieur Macron. Mais, alors, et c'est là où je vais faire la convergence, aussi bien CNews avec M. Retailleau, il peut se passer ce qu'il faut, ce qu'ils veulent maintenant, n'importe quoi, ils feront la campagne de M. Retailleau, que ça embête M. Macron ou pas, et LCI fera la campagne de M. Bouygues, parce que ça arrange M. Bouygues, que ça dérange M. Macron ou pas. Donc ces lignes, parfois, il n'y a pas de complot, parce que souvent je dis, c'est vrai qu'on dit le monde politico-médiatique ou médiatico-politique par convenance, par facilité. Mais en fait, il y a juste un moment des convergences d'intérêts, hein. C'est comme des parallèles qui parfois se recoupent dans l'infini, l'infini étant le portefeuille, et quand elles se rejoignent dans l'infini, ces parallèles, eh bien, on se dit, il y a une alliance. Mais en vérité, les oligarques font deux choses. Ils défendent leurs intérêts, toujours, quoi qu'il arrive. Parfois, les intérêts recoupent ceux des politiques, mais surtout, ils ouvrent des paratonnerres et ils font du business. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Ils lâcheront n'importe quelle politique, ils n'abandonneront jamais leur business. Et si pour cela, ils doivent placer leur billet ailleurs, on l'a bien vu, je prends un troisième exemple et j'arrête avec Monsieur Arnaud, avec son histoire des États-Unis. Monsieur Arnaud, il a deux marchés importants, c'est les États-Unis et la Chine. Peut-être la France, c'est 8% de son chiffre d'affaires, hein, de meilleures sources et de meilleure mémoire. Et d'ailleurs, il l'a rappelé dans la commission d'enquête il y a 3 jours, à l'Assemblée nationale. Donc, ces gens-là, ou Elon Musk aux États-Unis, comme j'avais dit, il privilégiera toujours ses affaires. S'il morfle trop avec Tesla, qu'il y ait trop de chutes en bourse, etc. Bon, là, il a fait un gros coup, il a gagné
en 10 secondes 36 milliards ou je ne sais pas combien. Bon, si un jour il y a péril, il choisira ses affaires, Elon Musk. Donc voilà, ces gens-là défendent leurs intérêts, qui parfois recoupent ceux des États, mais il faut bien comprendre que dans le monde tel que mondialisé, dans lequel nous sommes aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est fondamental, c'est que les quelques grosses entreprises comme Tesla, comme Meta et compagnie, Google, X et tout, sont devenues plus importantes que beaucoup d'États. Ce sont des États à part entière. D'ailleurs, il y a même, je crois, la Pologne qui a un, on appelle ça un diplomate pour négocier avec ces gens-là, avec ces représentants d'entreprises. Donc, ces entreprises étant devenues des super États qui dictent la politique, qui font les lois fiscales, qui font les lois sociales de l'ensemble de la planète, en fait. Évidemment, ils ont acheté des médias non pas pour faire du fric, parce qu'ils perdent de l'argent à gros bouillon avec les médias. Arnaud perd, par exemple, 34 millions avec le Parisien, en dépit du fait que ce soit le titre le plus sponsorisé par nous tous, par nos trois cons, les trois cons que nous sommes et tous les autres, 12 millions par an en moyenne. Voilà quelle est la situation. Donc, quand les politiques rejoignent la ligne des patrons de médias, des oligarques, bah, on fait la promotion des politiques. Quand ils sont les cartes, on fait sa propre promotion. Bon, alors, ce que pointe, tu donnes une explication sur la puissance de la plutocratie, ou de l'oligarchie. Moi, je pense que c'est une plutocratie. Et parce que François nous a fait part de sa surprise, c'est que la ligne de la France n'est pas donnée par le président en exercice, mais par ses médias, qui font comme si il n'avait rien dit. Euh, il faut, à mon avis, je vois trois raisons à ça. D'abord, Emmanuel Macron est un employé. Il a été choisi, il a été élu, c'est-à-dire qu'on a monté une opération pour l'amener à l'Élysée pour accomplir une mission. C'est un fondé de pouvoir de cette oligarchie, de cette plutocratie qu'il a soutenu pour qu'il arrive à ses responsabilités. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Hein. Ils se sont précipités quand ça tanguait à l'Élysée pour lui dire ce qu'il fallait faire. Hein, lâcher 10 milliards. Rappelons-nous aussi cette fameuse anecdote selon laquelle, au bout de quelques mois, je pense que ça devait être au mois de septembre 2017, il y a eu une délégation de représentants de cette oligarchie qui est venue lui dire bon, maintenant, il faut y aller, il faut se dépêcher. Ça, la première raison pour moi, c'est que ce n'est pas lui le patron, c'est un employé. Je vais être encore un peu plus sévère, je pense que c'est un domestique. Bon, la deuxième raison de cette discordance, c'est que il est fini, Emmanuel Macron. Merz vient d'arriver au pouvoir. Euh, le Starmer vient d'arriver au pouvoir. Alors, ils ont beau être très minoritaires, ils continueront à garder les manettes. Mélanie s'en tire plutôt bien. Lui, c'est terminé. Dans un an, c'est-à-dire quand la campagne électorale, et j'en parlerai tout à l'heure, quand la campagne électorale de la présidentielle 2027 va commencer, un an avant, parce que c'est ce qu'il faut compter, euh, il, il, tout le monde se moquera de ce qu'il peut raconter. Alors aujourd'hui, on répercute, aujourd'hui on fait semblant, il y a un théâtre, un simulacre, mais non seulement il a un taux de satisfaction des Français qui est ridiculement bas, mais en plus il est fini, c'est terminé. C'est terminé, c'est sépulcral d'ailleurs cette fin de règne, c'est assez étonnant. La troisième raison, alors j'ai dit que en France c'était pas lui le patron, c'était un employé, mais la France aussi ne pèse plus pour rien. Alors sur le plan international, c'est évident, il est ridicule tout le temps, mais sur ce qui se passe en Europe, et on l'a bien vu à l'occasion de la petite séquence des rails d'acier ou de coke à Kiev, lorsque nous a mis en avant la revendication, on veut un cessez-le-feu inconditionnel, mais prétention complètement ridicule. S'imaginer une seule seconde que les Russes vont répondre positivement, convoquer Vladimir Poutine pour qu'il rencontre
pardon, Zelensky, c'est franchement pas sérieux. Les patrons, ils s'appellent Merz. Il s'appelle Ursula von der Leyen, hein, Merz, qui est un successeur d'un chancelier précédent et qui fait peur, ce type fait peur, a dit nous voulons avoir la première armée d'Europe. La dernière fois, on sait comment ça s'est passé derrière. Donc moi, je suis extrêmement, comment dire, ferme là-dessus. Il faut arrêter l'Allemagne. Or, aujourd'hui, notre presse est servilement pro-allemande depuis très très longtemps d'ailleurs, hein, depuis très très longtemps. Donc, comme ils nous ont taillé à vif avec la L'euro. désindustrialisation, hein, et donc voilà, je veux dire, depuis qu'au moment de la réunification, François Mitterrand a fait un mauvais calcul parce qu'il était opposé, hein, à la réunification, comme Thatcher, parce qu'il avait une certaine mémoire de l'histoire. Bon, on s'est dit, on va faire l'Europe, on va faire Maastricht, comme ça, on va obliger les Allemands, hein, à rester dans l'Europe et d'arrêter les conneries. Il s'est produit exactement l'inverse, c'est-à-dire que la monnaie allemande, le mark, a été adoptée, hein, l'euro c'est le mark, tout le monde le sait bien, avec le coût que ça a représenté. Donc aujourd'hui, euh, il y a une discordance entre la ligne européenne portée par les personnes que je viens de citer et les États-Unis. Je parle même pas bien sûr de la Russie et des États-Unis. Et Macron doit être un petit peu gêné de cette discordance. C'est la raison pour laquelle il pose des petits cailloux en disant, et tu as raison François, en disant, voilà, bon, Zelensky, les concessions territoriales, non, 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 et par conséquent, la presse, hein, qui n'a pas besoin de recevoir des ordres, il nous a bien expliqué ça, Didier. Hein, la presse donne la ligne qui est celle de l'Europe d'aujourd'hui, de l'Europe de Merz, d'Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas, de Baerbock, etc. Toutes ces furies là néo-nazis. Hein, et donc, c'est cette ligne-là qu'on veut imposer, réarmement de l'Europe, comment dire, cette orientation belliciste qui a quand même un objectif, c'est d'asseoir ce bellicisme, la légitimité politique de gens qui n'en ont aucune. C'est plus le problème de Macron, ça. Dans 2 ans, il n'aura plus aucune légitimité. Hein. Alors peut-être il acceptera une fédéralisation de l'Europe en espérant être nommé président de l'Europe, mais c'est même pas en rêve. C'est même pas en rêve. Je pense que il y a pas. C'est une. Non, mais Régis, tu vois, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est très intéressant. Si je peux juste faire une suite dans ce que tu dis là, c'est que, alors moi j'ai fait une analyse un peu médiatique, mais politiquement, c'est vrai que, en plus, l'Allemagne, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, et François, l'Allemagne et la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni seront in fine du côté toujours américain. Bien sûr. Et là, fait du billard à 3 bandes, Trump, de manière vraiment brillantissime, je dois dire, hein, de ce point de vue en tout cas. Il fait payer l'Europe. Au bout du bout, c'est son matériel qui sera acheté et son complexe militaro-industriel qui sera privilégié. On l'a vu avec les avions, les F-35, on l'a vu avec la Pologne, ce fameux axe traditionnel Allemagne, France, Pologne, qui m'a toujours fait rire. Le Royaume-Uni a démonté, a détruit l'Europe de l'intérieur. Et soi-disant, il y a eu le Brexit, mais en réalité, il n'y a rien du tout. Le Brexit, il n'est même pas, il a été un peu mis en place, etc. Mais tout le monde a considéré que le Brexit n'avait pas eu lieu, comme l'État profond avait considéré que Adidas n'avait jamais été cédé à Bernard Tapie, mais qu'il était la propriété de l'État. Là, le Brexit n'a pas eu lieu, quoi. Et donc, quand Trump décidera un jour que c'est la fin de la récréation, il sortira son sifflet, il sifflera, et les gens rentreront au bercail. Et où je suis d'accord avec toi, c'est très inquiétant. Quand on connaît un petit peu l'histoire, de voir que l'Allemagne, le jour même, hein, le lendemain, il y a eu une rencontre avec Merz-Macron, le lendemain, alors que à l'Élysée, Macron, nous sommes les seuls en France à parler du moteur franco-allemand ou du couple franco-allemand de l'autre côté du Rhin, c'est une notion qui n'existe pas. Il faut bien avoir ça en tête. Quand il est rentré en Allemagne, il est allé devant le Bundestag et il a dit nous allons faire l'armée
conventionnelle la plus importante d'Europe. Deux discours divergents, la plus la plus puissante. Puissance. Allemagne, Et ça va ouvert même à l'Est, au-delà. ouvert à Et l'Est. nous allons l'appeler la Wehrmacht. C'est ça, bonne idée. Voilà. Putain. Non, Donc mais ça va ça, il même faut vraiment avoir ça en tête. ça va au-delà, Didier. C'est-à-dire qu'il a dit, effectivement, c'était son premier discours devant le Bundestag au chancelier Merz. Il dit, nous allons doter, ce sont ces termes, hein, Tout à fait. doter l'Allemagne de l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. C'est Et ça. il ajoute, le renforcement de la Bundeswehr, c'est-à-dire de l'armée allemande, est notre priorité absolue. Priorité absolue, vous C'est notez. ça. Et pour justifier ça, Il écoutez a bien dit nos comment il le partenaires justifie, l'attendent, nous le il demandent. dit, et là encore je cite, c'est ce qu'attend le pays le plus peuplé et le plus puissant d'Europe. Il y a tout. Il y Toutes a les tout. briques sont en train de s'encastrer. L'armée la plus puissante, c'est la priorité du pays et elle est justifiée par la nature profonde du peuple allemand. Honnêtement, Comme d'habitude. on peut pas avoir quelque chose de plus chimiquement pur d'une certaine manière que cette déclaration. Moi, je suis assez d'accord aussi avec ce que dit Régis, qui est, à mon avis, très important. C'est que on se posait la question, est-ce que l'arrivée notamment de Merz au pouvoir peut représenter un momentum pour Macron, qui peut lui permettre de reprendre pied? On sait que, il est arrivé en 2017 avec le seul objet théorique qu'il a mis sur la table, qui est son idée de souveraineté européenne, dont Merkel ne voulait pas à l'époque. Scholz n'en voulait pas plus, notamment au moment du deuxième discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Et il s'est peut-être dit, avec Merz, j'ai potentiellement un allié pour essayer d'aller dans cette voie. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines encore, on pouvait se poser la question. En tout cas, il nous fallait des actes pour pouvoir juger sur pièce de quelle était la vraie ligne qu'allait adopter l'Allemagne et quelle était la vraie ligne qu'allait adopter Merz. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant la campagne électorale, Merz a largement pris ses distances avec les Américains, ce qui était assez étonnant. Et ce qui fait que Macron, lui, y a cru. Il s'est dit que les choses allaient pouvoir se mettre en place. Sauf que c'est terminé, là, Merz, il a replié les Gaules et il fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il se remettra toujours derrière l'allié américain. Il y a eu deux ou trois déclarations qui ont été très nettes et qui l'ont confirmé. À la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, je rappelle que le ministre allemand des Affaires étrangères, qui est de la CDU, comme le chancelier Merz, ce qui n'est pas le cas d'habitude, hein, quand il y a des grandes coalitions en Allemagne, ils se répartissent les portefeuilles. Ben là, pour une fois, le ministre des Affaires étrangères est du même parti que le chancelier, et il a déclaré que l'Allemagne allait aller aux 5% du PIB investi dans la défense, avec une étape à 3,5%, et il disait que c'était pour donner l'exemple. Autrement dit, c'est pour rabattre tout le monde sur les Américains. À la première réunion, au premier Conseil des ministres européens, c'est la ministre, toujours CDU, de l'économie allemande, qui a dit, les États-Unis sont, et pas seulement pour l'Europe, le principal partenaire commercial pour l'Allemagne. Donc là aussi, on voit que l'hésitation, c'est terminé, ils vont se ranger derrière les Allemands. Et sur l'Ukraine, ben c'est il y a 15 jours hein, que Merz l'a dit tout simplement. Il a dit, si les Américains nous lâchent, je ne vois pas comment on pourra les remplacer. Il parlait là de la coalition des volontaires, de ceux qui sont en train de faire les imbéciles là, dans un train en faisant croire qu'ils font la fête sur la question ukrainienne. Donc voilà, la question aujourd'hui, elle est réglée, elle est tranchée. C'était pas une petite question. C'était pas une petite question. Moi, comme vous, j'avais tendance à me dire que oui, bien évidemment, les Allemands rentreront à la niche américaine rapidement. Mais enfin, la question était sur la table. Il nous fallait des actes pour juger sur pièce. Ben ça y est, on a les actes. Ça a des conséquences importantes en politique intérieure. On y viendra tout à l'heure dans la discussion. Mais ça a des conséquences sur ce qu'est Macron aujourd'hui, ce que sont ses perspectives, ce que disait Régis, et sur le poids de sa parole politique. C'est ce que je voulais évoquer en mettant ce thème à l'ordre du jour. Alors, je voudrais ajouter quelque chose avant de passer la parole à Didier pour son thème. Euh, Est-ce que les Allemands vont rentrer à la niche? Oui, on peut le penser, mais c'est peut-être pas si simple. Il a l'air totalement halluciné, le Merz, hein. Il est encore Totalement. plus fou que Macron. Les Allemands sont capables de la. C'était un peuple extrêmement éduqué, très civilisé. Ils sont capables de basculer dans la pire des irrationalités. Alors, il y a un autre partenaire dont on ne parle pas à cette occasion. Je veux faire l'armée la plus puissante d'Europe.
du côté de Moscou, on dit, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ah oui, oui, c'est ça, oui. Et comme l'a dit Emmanuel Todd, dire mais les Russes ne l'accepteront jamais, Jamais, ne jamais. l'accepteront jamais. Et si vous recommencez à faire les cons, amis allemands, vous allez vous être transformés rapidement en parking, vitrifié, parce que enfin, ils ont une puissance. Alors d'armée conventionnelle évidemment, mais pourquoi ils vont pas s'emmerder. Donc ils ont et ça, moi, pour avoir pas mal fréquenté l'Union soviétique, moi la Russie, la mémoire est cuisante de ce qui s'est produit. Est cuisante. Alors, ils sont parano. Oui, ben, les parano ont aussi des ennemis. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose que je ressens pour ce qui me concerne. C'est que là, les Allemands jouent avec le feu. Peut-être, hein, pour une fois, je vais prêter quelque chose, une forme d'intelligence politique à Macron, ce qui est quand même assez rare. Peut-être que Macron a avancé dans sa déclaration quelques éléments pour rééquilibrer. Je ne suis pas totalement convaincu. Je crois que c'est le en même temps fort classique qui fait que voilà, il bouge. Il a bougé hein, sur Gaza. Il a bougé. Hein. C'est tout à fait incontestable. Euh, et pas beaucoup, hein, mais quand même un peu. Quand même un peu quand il a été là-bas et qu'il a pointé le caractère épouvantable de ce qui s'y passait. Eh bien, puisqu'on on était à Gaza, mon cher Didier, on va maintenant entendre ce que tu penses de ce qui est en train de se passer de façon un peu chaotique chez nous autour du rapport sur les frères. Enfin, c'est quoi le terme? Sur l'entrisme de l'islamisme en France, et Avec notamment des frères musulmans. Oui, ah Parce que voilà, les là, frères musulmans, avec Madame Bergeau-Blacker, qui était une personne que personne ne connaissait, une voilà. sociologue, hein, qui a écrit un bouquin qui a été immédiatement encensé par tous les droitards qu'on imagine, Causeur l'a porté au pinacle, et maintenant elle passe son temps à tout ramener, mais absolument tout ramener à l'infiltration des frères. Alors, je l'ai Personnellement, écouté, cette dame, sur CNews, puisqu'elle est abonnée maintenant à CNews, et évidemment, elle est dans le flou. Hein. Elle dit, par exemple, il y a énormément de quartiers et lesquels? qui sont dirigés, maîtrisés, dirigés, quoi, hein, vraiment par les frères musulmans. Ah bon, lesquels? Voilà, ben, il y en a, quoi. Bon. Et après, elle met des adverbes. Elle dit, quand on dit elle dit c'est quasiment la charia. C'est quasi, alors c'est ou la charia ou c'est pas la charia. On est un peu honnête ou pas honnête en termes d'islamisme et d'islam extrême, comme tous les extrémistes. Hein, et à mon avis, et c'est pas à mon avis, c'est qu'en fait il y a une différence de nature et pas de degré. Je vais y revenir. Il y a plusieurs séquences là-dessus. On est dans la bêtise historique, dans la confusion, mais cette confusion, elle est entretenue. Et assez subtilement, je dois dire, parce que moi je fais toujours beaucoup attention au vocabulaire, au champ sémantique, au champ lexical, c'est ma formation, le fait de parler non pas d'entrisme, un peu d'islamisme, mais de frères musulmans. Et évidemment, quand les 99% de la population ne savent pas ce que sont les frères musulmans, c'est bien normal, leur histoire, etc., ils entendent musulmans. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours se poser la question à qui profite le crime? Qui a commandé ce rapport et pourquoi? C'est la seule question importante. Est-ce que les services de l'État, c'est-à-dire les magistrats, les policiers, les gendarmes, tous les organismes qui travaillent sur le terrorisme, et ils sont nombreux, et il y a des gens très affûtés, très bien formés en formation continue, qui nous ont permis, à nous, Français, d'éviter un certain nombre d'attentats. Hein. Il y a beaucoup de fonctionnaires pointus. J'ai fait un colloque il y a peu dans mon département, dans l'Orne, avec le patron de la gendarmerie, le patron de la police, un sénateur, le préfet, etc. Bon, tous les gens qui travaillent sur des cellules qui sont très modestes hein, pour beaucoup.
je veux dire, ils n'ont pas besoin d'un rapport de 74 pages pour savoir quel est l'entrisme des frères musulmans et l'emprise sur la société française. Ils le savent. De quoi ont-ils besoin, ces gens? De discrétion, de, de moyens, et surtout pas de démagogie, et surtout pas que ce soit trop public, et surtout pas qu'il y ait des gens qui viennent sur les plateaux de télévision débattre des apostats, de l'apostasie, etc. Bon, raconter à peu près n'importe quoi sur l'islam. Donc, ça, à qui profite le crime? Évidemment, au monde politique. D'une façon assez habile encore. Et peut-être tacite, parce que je ne pense pas qu'il y ait un accord aussi formalisé que ça, mais en politique, pas besoin d'avoir d'accord finalisé, il suffit d'être dans le tacite. Et chacun, là encore, se lève dans un petit espace en fonction de son intérêt. L'intérêt de M. Retailleau, c'est de faire de la mousse autour de l'islam, des OQTF. Regardez, ils vont égorger nos filles et nos campagnes. Regardez, il ne dit pas arabe, mais l'islam, l'islam, l'islam toute la journée. Et donc, c'est le champion, finalement. La droite est de retour, au secours, la droite revient. Et lui, il va régler. Il va régler. Oh là, on ne voit plus le. Je me suis un peu énervé. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, oui, ça y est, t'es revenu. Je suis revenu. Je suis un peu trop passionné. Et donc, lui, il dit il va régler les problèmes. Et puis, donc, c'est le méchant flic. Et puis, il y a le gentil flic qui, alors qu'il a ce fameux rapport qu'il a lui-même commandé sur son bureau depuis le mois d'août 2024, hein, il dit oh là là, il y a eu des fuites, je ne suis pas content. Et là, il fait le gentil flic, il dit je ne veux pas d'amalgame. Les musulmans ne sont pas tous des islamistes. Et les journalistes, certains plus intelligents que d'autres, s'insèrent dans la faille, et la plupart qui sont cons comme des valises sans poignée disent ah, regardez, Monsieur Retailleau, heureusement qu'il a fait fuiter le rapport, parce que et Monsieur Macron, il a bien recadré en Conseil de défense sur la sécurité nationale. On est dans la pantomime. Donc, ça, c'est le premier point, et il est capital. Mon trépied se casse la gueule. C'est encore un coup des Arabes, ça. Non, non, c'est les Russes. Ah, c'est les Russes, ouais, c'est les Russes en un seul mot. Donc, il y a ce premier point. Et puis, il y a la volonté, évidemment, quand on parle des Arabes toute la journée, parce que c'est bien ça qui est en ligne de mire, hein, les musulmans, et non pas les islamistes. Et qui dit musulman dit arabe, et qui dit arabe dit égorgeur. Et qui dit égorgeur dit OQTF, et qui dit OQTF dit fait divers, et qui dit fait divers dit non, fait de société. On a toute la chaîne comme ça. Pendant ce temps, on fait des diversions, on ne parle pas de l'affaire Nestlé, on ne parle pas de MSC, de l'affaire Kohler, on ne parle plus du tout de la campagne de M. Macron qui a été financée, la première et la deuxième, on ne sait pas trop comment, surtout la première. On ne parle plus du putsch qui a été réalisé alors qu'il a perdu les élections européennes comme les élections législatives. On peut discuter après, dire c'est le RN, c'est pas le RN, c'est le Front de gauche, c'est pas le Front de gauche, c'est etc. Le Front populaire, le nouveau Front populaire, peu importe. En tout cas, il a perdu les élections. On ne parle plus du tout de ça. On ne parle plus de l'Ukraine parce qu'il n'a aucun mandat, et alors qu'il s'est ridiculisé, on l'a dit dans la première partie de l'émission, vis-à-vis de tous nos partenaires, avec l'ambiguïté stratégique et ses forces de réassurance qui n'existent que dans sa tête. Je veux dire, Lavrov a recadré les choses en disant mais Monsieur Macron, c'est un cinglé, c'est personne. Il est russophobe, il fait de la russophobie toute la journée avec tous ses ministres. C'est un débile mental. Voilà comment il est vu. Et voilà comment Macron est vu par l'ensemble de nos partenaires qui font semblant de s'agiter en disant oui, oui, on va envoyer des troupes. Mais ils s'en gardent bien. Tu as parlé de Mélanie, elle était la première à alerter. Les Allemands s'en gardent bien. Les Britanniques font semblant, mais de toute façon, ils sont sous le joug américain de A à Z, que ce soit pour les forces conventionnelles comme pour les forces nucléaires. On dit c'est la deuxième puissance nucléaire avec la France, pas du tout. Ce n'est qu'une délégation, une concession américaine sur le sol européen. Donc voilà, il y a ces deux pans qui me paraissent hyper importants. Et au bout du bout, et il y en a un troisième, parce que c'est la conclusion un petit peu. Monsieur Retailleau, qui bénéficie d'une couverture médiatique
et d'une aide de la part des sondeurs que seul M. Macron a eu en termes d'importance avant lui. Il faut bien voir ça. Hein. Il coche toutes les cases, M. Retailleau. Il a l'air sérieux. Il a le look d'un petit notaire de province. Il mange de l'hostie, il va à la messe, les grands-mères l'aiment bien. Il fait du RN sans être RN. Il est compatible avec Macron. Mais que veut le peuple? En plus, c'est la France éternelle, la fillée de l'Église. Il agite les peurs, oh là là, l'islam, euh, les racines chrétiennes de la France. C'est un marchand du temple, aux petites épaules, un petit bretteur de petite foi. Il n'empêche, pour le système, c'est l'homme idéal. Voilà, à mon avis, pourquoi, quels sont les tenants et les aboutissants de ce rapport, sachant que, et je voudrais quand même le dire, ça fait plus de 30 ans que je bosse sur le sujet du terrorisme, il y a un vrai terrorisme, il y a un vrai islamisme, il y a du frérisme, une influence, etc. Sauf qu'on ne réglera pas les problèmes. Et ce qui est beaucoup plus important et terrifiant d'une certaine manière, c'est qu'après que M. Macron a reçu Al-Djoulani à l'Élysée, on ne peut plus parler de lutte contre l'islamisme. C'est fini. Le signal donné au monde il y a quelques jours avec une autorisation spéciale de l'ONU, ça veut dire que ça a été préparé bien en amont, et maintenant Trump, qui est un businessman, emboîte le pas, parce qu'à mon avis, c'est nous qui avons d'abord fait ça comme Sarkozy l'avait fait avec Muammar Kadhafi, parce qu'on aime bien les islamistes en France. On aime bien des États qui financent, des États du Golfe, je ne vais pas les citer, tout le monde les a en tête, qui financent l'islamisme, on aime moins les musulmans. Et donc, ce rapport qui parle de frères musulmans, qui fait l'impasse finalement sur le terme islamisme pendant que M. Macron reçoit Al-Djoulani à l'Élysée, dont je rappelle que tout le monde l'encense, tous les médias mainstream, tous les politiques pratiquement, en disant bon, c'est quand même pas Bachar al-Assad, c'est quand même mieux. Et puis, il a changé. Et maintenant, ils sont en train de nous le dire, comme le JDD, on a exhumé une vidéo où il disait, il se réjouissait du 11 septembre. Mais on l'a exhumé de quoi? Tout le monde la connaissait, cette vidéo. Et on attend quoi de M. Al-Djoulani? Qu'il soit Casimir dans l'île aux enfants ou qu'il se réjouisse des attentats que lui-même commandite? C'est la seule question. Alors, je vais saisir ta perche, mon cher Didier, à moins que François ait une remarque, enfin il va peut-être réagir sur la mienne. Donc, cette publication procède effectivement d'une bataille politique picrocolline pour essayer de mettre sur orbite un candidat à la présidence de la République qui soit accepté par le système. Euh, la réception d'Al-Joulani, quand on voit Macron descendre le perron, parce que tout ça est codé sur le plan protocolaire, Absolument. pour lui donner la collade, c'est une infamie. Moi, je serais des parents des victimes du Bataclan, j'aurais aucune envie, c'est de lui mettre ma main dans la figure. C'est ignoble, c'est simplement ignoble, c'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, le problème, c'est que tu pointes une réalité. On est en train d'essayer de construire, par ce qui est une diversion, parce que ça évite de parler des vrais sujets, et puis surtout, ça amène à piocher dans le champ qui est le moins reluisant, quand même, qui est le moins reluisant de la politique française. Tout simplement, cette espèce de, j'utilise le mot, parce qu'auparavant, je le refusais, mais maintenant, je suis bien obligé de regarder cette question d'islamophobie, c'est-à-dire que c'est les musulmans, c'est les musulmans, c'est les musulmans. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'intégrisme religieux. Oui, personne ne peut le contester. Il y a des infiltrations. Les frères musulmans, il ne faut pas trop leur en demander. Ils essayent. Il faut les combattre. Je suis entièrement d'accord. Sauf que la façon dont c'est fait là, c'est quand même effectivement destiné à faire finalement construire un candidat qui soit RN sans être RN. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça amène Marine Le Pen à des surenchères assez extraordinaires. Et je parlais d'infamie, en voilà une autre, qui vient dire Israël fait ce qu'il peut. Parce qu'il combat ses ennemis qui sont aussi les nôtres. Les 20 000 enfants
sont des ennemis de la France. Non, mais elle n'a pas honte. Hein. Et c'est pareil avec les prises de position de Bardella. Ce sont des infamies, ça aussi, ces déclarations. Je pense à Cotara, qui doit être, je ne sais pas s'il est très à l'aise, mon cher François, hein, donc que tu as peut-être connu, hein, ou bien Ambroise de Rancourt, ou bien euh, Sainte-Marie, qui ont rejoint ce mouvement. Je pense que ça doit être effectivement à certains moments difficile. Alors, ça nous amène à ce qui est en train de se préparer et ce qui, pour moi, constitue le symptôme, un des symptômes de notre effondrement. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent du bois en disant je vais être candidat en 2027. Ah, bon, d'accord. Aurore Berger, la dernière en date. Non, mais c'est pas possible. Faillite du Gorafi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Ça, c'est fini. Ils peuvent déposer le bilan. Aurore Berger, non mais c'est pas possible, l'idiocratie dans toute sa splendeur. Il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas qu'elle. Donc, Les et en gens part... me demandaient, je vous fais un concours, si vous êtes d'accord, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il y a de, est-ce qu'on peut creuser? Je dis oui, après il y a Nathalie Loiseau et Valérie Ayé. Je dis après c'est le Nord. le Nord, le Nord. Ah, bah, oui, Valérie Ayer, oh là là, mon Dieu. C'est Voilà. formidable. Alors, elles ne sont pas candidates, on ne sait jamais, hein, mais ils ont réussi à en trouver une plus bête que Nathalie Loiseau. Ça, c'est un exploit. Hein. Et C'est donc, fou. on a Valérie Ayer qui est venue parler d'une Europe prométhéenne. Non, mais pardon, quoi, au secours. La Et, dimension prométhéenne de le. Vous voyez, Gilles Boyer, boulot. Il faut que l'Europe assume sa dimension prométhéenne. et alors, À là, ce une fois niveau, de plus, c'est sublime quand même. une fois de plus, Didier, on constate et on voit la tête des journalistes, M. Snegarov, le type qui annonçait Urbi et Orbi la victoire de Kamala Harris, qui était tellement compétente, etc. Et puis qui naturellement garantissait le, le, comment dire, la parfaite lucidité Ça, et le c'est parfait Pila. brio de. Pila, il a dit. Ah, c'est Pila, oui, mais Pila, lui, Pila, c'est l'homme le plus brillant des oui, 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 un États-Unis. cador, un Un cador. cadre, le meilleur président qui a toutes ses facultés mentales. Nous, Donc, on a dit, euh, au au début du mandat de Joe Biden, on dit, et il y a un malheureusement, problème. moi j'ai eu dans ma famille des gens atteints du même mal, parce que ça me faisait pas trop rire. Je me disais quelle déchéance pour ce monsieur, quoi. Il avait le regard vide, il se Oui. perdait dans les jardins de la Maison Blanche. C'était évident. Alors, surtout qu'en plus, bon, le deal, on le comprenait bien, c'est-à-dire que c'était une bande de néocons, les cinglés du sous-sol, comme disait George Bush père, hein, qui le manipulaient. Donc, mais ces journalistes, ils ne sont pas tous idiots, mais ils sont tous vendus. Ils entendent Valérie Ayé, ils savent bien qu'il faudrait qu'ils les reprennent, ou bien Monsieur Rochebain, que je soupçonne de ne pas être, contrairement à ce qu'il essaye vraiment de prouver, qu'il soit complètement stupide, mais quand il entend à la poédie, quand il entend Yakovlev, totalement, je veux dire, fondu, totalement perché, il sait très bien qu'ils disent absolument Bien n'importe quoi, mais sûr. ils vont pas réagir. Ils vont pas réagir. Alors on a donc Aurore Berger, et alors c'est sûr que à droite, ça s'est un peu éclairci. Vauquier vient de prendre une nouvelle gamelle, je ne vais pas me mettre à pleurer. Lisnard, je ne sais pas ce qu'il va réussir à faire. Il y en a Euh, un qui est très bon, c'est Jérôme Kerviel, mon pote, qui a dit Vauquier, finalement, le seul truc où il peut gagner avec son nom, c'est au Scrabble. ah, Ouais. c'est Je vrai. trouve ça magnifique. Et donc, ils sont en train de mettre Retailleau, enfin c'est une calamité, le mec qui se fait prendre en photo à côté de chiens policiers au bord de mordre, etc. Enfin, je veux dire, on voit bien la pathologie, on voit bien ce que c'est un sociopathe, ça se voit tout de suite, ça se Bien voit tout sûr. de suite. Hein. En plus, bon, c'est la Vendée dans sa partie, au moins Philippe de Villiers était brillant, cultivé, même s'il est à moitié fou. Mais Retailleau, c'était qui l'a trahi, qui était dans son sillage. Non, c'est vraiment l'horreur. Alors, je continue ma liste. Alors, à gauche, c'est impressionnant. Glucksmann, non mais pardon, Glucksmann, qu'on essaye de... Alors, le PS manœuvre, au sein du PS, il y en a qui ont très envie d'y aller, n'est-ce pas n'est-ce pas François Hollande qui se verrait bien y revenir. Non mais c'est horrible quand on se dit où en est notre pays. Alors il y en a un, je vais lui faire sa petite fête que je ne supporte plus. Au début je l'aimais bien, c'est François Ruffin. François Ruffin,
comme il a des ambitions, comme il veut aller en 2027, donc il s'est fâché avec ceux qui lui ont permis d'avoir ces sièges de député, d'abord en le présentant, deuxièmement en faisant le NFP et en appelant à voter pour lui, alors qu'il était en difficulté. Hein. Maintenant, il leur tire dans le dos, allons-y. Et surtout, pour moi, le plus immonde, c'est les gages qu'il donne à droite, les gages qu'il donne à gauche. Je ne sais pas s'il a été reçu par BHL, mais on dirait bien. Hein, quand il est venu dire non, 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 attendez, à Gaza, c'est pas un génocide. J'ai sorti ma calculette, j'ai calculé, non, non, 20 000 enfants, c'est pas suffisant pour prétendre que c'est un génocide. Alors que c'est un problème juridique. Hein, si les conditions juridiques de la Convention de 1947 sont réunies, convention signée par Israël, c'est par conséquent un génocide. Non. Et il a recommencé là encore de nouveau. Alors il s'est mis dans le sillage. Vraiment, pour moi, il est la quintessence de cette trahison social-démocrate qu'on connaît depuis tellement longtemps. Il s'est mis dans le sillage de Delphine Orviller, comment est-ce qu'elle s'appelle, Sinclair, je ne me rappelle plus de son prénom. Anne Sinclair. Anne Sinclair, qui, je veux dire, dans le fait d'avoir soutenu Israël, ont des excuses. Il y a un côté affectif. Il était dans le sillage de Strauss-Kahn, mais il s'est quand même méfié, là. Bon. Et donc, mais là, donc, qui ont pris des positions. Alors, j'ai vu un de mes camarades écrivains dire que leur prise de position était à l'égal de celle de Bernanos avec les grands cimetières sous la Lune, quand au moment de la guerre d'Espagne, lui qui était catho et pro-franquiste, qui avait dit que c'était pas supportable. Je trouve que c'est quand même un peu gonflé. Donc, je reste 2 minutes sur Ruffin. Je trouve qu'il incarne bien la catastrophe de la, entre guillemets, gauche de ce pays. Alors bon, naturellement, on va avoir Marine Tondelier, naturellement, on va avoir Sandrine Rousseau, tous ces gens, et qui seront soutenus par les donneurs de leçons de morale du Festival de Cannes, hein, qui viennent expliquer aux gueux ce qu'ils doivent faire. Ce qui se prépare pour l'élection présidentielle de 2027 est absolument épouvantable. Parce que finalement, à droite, la gauche, à mon avis, a déjà perdu. Je peux me tromper, hein. Mais à droite, ce sera soit l'hypercentre néofasciste d'Édouard Philippe, hein, une jolie photo que je mettrai au montage, où on voit son affiche de campagne et on voit une personne qui est sous le pied d'un policier au moment des Gilets jaunes, hein, qui est l'homme, c'est les borgneurs en chef quand même, hein. C'est l'amputeur en chef aujourd'hui qui a tout fait, qui a enfermé les gens au moment du Covid. Et c'est ça, ce sera Oui, Retailleau. mais lui aussi, le système nous dit, tu vois, il a changé, il rencontre, ils nous font le coup chaque fois, hein, tous les 5 ans, bon, c'est tous les 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti à la rencontre des Français. Il sillonne le pays, il réfléchit et il a changé et il a la maturité maintenant. Tu comprends? Moi, je ne garderai Il éborgne gentiment. Ton œil ne, tombe doucement. je garderai qu'une seule séquence dans ma mémoire concernant ce personnage profondément abject. C'est quand il venait à l'Assemblée nationale, il était Premier ministre, venir dire ça y est, on en a condamné 300, on en a arrêté 5000, etc. Hein, on voyait dans ses yeux brillants la joie que lui procurait la répression. Je voudrais, à ce propos-là, dire très brièvement, j'ai marché de temps en temps avec une ancienne sénatrice qui était écolo, il y en a la seule que je connais qui était bien, Esther Benassa. Elle marchait avec les Gilets. Ben Bassa. Elle marchait avec non, les mais je vais te dire ce que j'en pense, moi, après. Alors bon, moi, j'ai marché 2 fois avec elle, je l'ai rencontrée avec les Gilets jaunes, etc. Et elle m'avait dit, à l'époque, dans l'hémicycle, une fois par semaine, il y a le décompte qui est fait par le ministre de l'Intérieur, etc. Pendant que les Gilets jaunes se faisaient éborgner, on en était à 15, puis à 18, puis finalement il y en a eu 28, il faisait applaudir les forces de l'ordre. Il faisait applaudir en séance publique les forces de l'ordre pendant que les citoyens français se faisaient éborgner. N'importe quel homme d'État, aux manettes à ce moment-là, au premier éborgnement, au premier accident grave, la première des choses à faire, tu arrêtes les LBD, tu fais un moratoire, tu arrêtes le mouvement des Gilets jaunes, tu invites les gens à discuter, tu fais une table ronde, ça aurait été, même si on ne pouvait pas l'encadrer Chirac, les Gilets jaunes, ça aurait duré 2 actes et c'était fini. Et on passait à autre chose. Et ils se sont évertués à massacrer les gens, à mettre des gens en prison.
de façon préventive parce qu'ils avaient un t-shirt jaune. Moi, combien de fois j'ai fait des lives et j'ai suivi tous les actes, les gens m'arrêtaient tous les 10 mètres. Je pétais un câble. Ils me connaissaient forcément, j'étais le patron d'une radio nationale à l'époque. Je faisais mes lives avec des gens, des figures des Gilets jaunes, etc. Tous les 10 mètres, contrôle d'identité, on m'arrêtait, on me faisait monter dans le camion. C'est des malades mentaux quand même. Non, 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 ce sont des néofascistes, c'est tout, c'est le Les fascisme. néofascistes. Déjà là. Alors, moi, je vais maintenant aller me reposer un peu, hein, puisque je dois avoir un petit peu de fièvre encore et j'espère passer une bonne nuit. Esther Benbassa, alors on est dans l'anecdote, François. J'étais à un débat télévisé avec elle, et alors on parlait, j'avais critiqué, comment elle s'appelait, cette jeune adolescente de 15 ans là, qu'on nous présentait comme autiste et qui était écolo. Léonard, ah non, l'activiste du climat, oui. Oui, Euh, Greta Thunberg. Greta Thunberg. Alors, je l'avais critiqué, puis en rigolant, elle avait dit, enfin, elle avait dit qu'elle allait à l'ONU, mais qu'elle allait y aller en bateau à voile. Alors, j'avais dit, bah, j'espère qu'elle passera par le triangle des Bermudes et que les extraterrestres vont venir la choper, puis qu'on en sera débarrassé. Donc, j'avais été invité au débat, c'était sympa. Et donc, elle me critique violemment. Esther Benbassa, elle me dit, surtout, est-ce que vous auriez dit ça si ça n'avait pas été une femme, si ça avait été un homme? Ben, je lui dis, mais évidemment. Enfin, évidemment, j'ai été con, j'aurais dû me casser parce que c'est insupportable, ça. C'est insupportable. C'est du Ségolène. Laquelle Ségolène est en train, finalement, après une carrière où je l'ai critiquée jour et nuit, 24/4, 7/7, hein, elle est en train de sauver l'honneur. Elle sauve l'honneur Elle prend des positions courageuses, oui, ah, c'est vrai. mais oui, c'est-à-dire qu'elle vous emmerde. Ce qui se passe là-bas est intolérable et tout, donc c'est assez impressionnant. C'est en tout cas à noter. Donc, ça va être une catastrophe que cette élection de 2027. Je pense qu'il n'en sortira rien parti comme c'est, hein. Alors après, il peut y avoir un pet, hein. Moi, je me rappelle de l'article de Pierre Vian-Sans-Ponte dans Le Monde en mars 1968, la France s'ennuie, hein. Bah, on sait ce que ça a donné après. Donc, je ne sais pas du tout ce qui peut se produire. De la même façon, les Gilets jaunes, ça a été une grosse surprise. Ça a été... Donc, mais sinon, a priori, il ne sortira rien d'utile pour ce pays. Alors, on en vient, mais il ne faut pas, ce sont de mauvaises pensées à se dire, mais faudrait que les Chinois et les Russes ils règlent le problème ukrainien. Il faudrait qu'ils nous bouclent tout ça pour que l'Europe se disloque et qu'on voit à quel point elle est à poil. Je vous rappelle, messieurs, que nous allons vers le 20e anniversaire du TCE, du référendum concernant le traité constitutionnel européen, une jolie forfaiture démocratique. Donc, ben, ce sera non pas à fêter, hein, ce sera bien évidemment à commémorer. Euh, François, on va te laisser conclure. Oui, ben, sur ces différents points. Bon, moi je vous rejoins sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'élections dimanche, dont l'élection à la présidence des Républicains, qui était une élection d'une certaine manière pour rien, parce qu'elle ne tranchait pas une question de ligne stratégique, elle ne disait pas ce que devait faire LR, est-ce qu'il devait aller à droite, essayer de regrappiller sur Reconquête, le Rassemblement national, ou est-ce qu'il devait aller faire un grand mouvement avec le centre, avec le bloc macroniste gouvernemental, voire jusqu'à la droite du Parti socialiste. Tout ça n'a pas été l'objet de la campagne. Il ne tranchait pas la candidature à l'élection présidentielle, il ne tranchait que la présidence de LR. Autrement dit, un objet finalement, un objet politique assez réduit, puisque bah, cette présidence de LR, elle était vacante depuis le départ ou le poupouch ou le je ne sais quoi de Ciotti il y a quelques mois. C'est quand même ça le point de départ. Donc, puisque cette élection ne tranchait rien, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a eu une opération politique qui a été menée pour transformer le président du parti LR, Retailleau, en un potentiel candidat à l'élection présidentielle. Sondage à l'appui, puisqu'on a vu quelques jours après sortir le sondage qui le plaçait à 16%, et donc quasiment dans les étiages d'Édouard Philippe qui est à 21%, et avec donc ce fameux rapport qui a été évoqué par Didier. Pour autant, moi, je tiens quand même à dire là-dessus, sur la remise de ce rapport, que ce rapport met en exergue des choses qui étaient, oui, connues. Connues par tous les gens qui s'intéressent au sujet. Je pense que personne n'a absolument rien appris.
avec ce rapport, mais qui le porte à la connaissance malgré tout du plus grand nombre, parce que le phénomène et l'entrisme islamiste, et notamment celui de la confrérie des frères musulmans, est un objet, je suis désolé, mais c'est un objet réel dans Ah, bien le pays, sûr. Oui, et on qui l'a a dit des d'ailleurs. conséquences, extrêmement profondes. Alors oui, il y a une manipulation politique derrière, et ça a été très bien décrit par Didier dans ses différents aspects, mais pour autant, ça veut dire que si ça peut permettre quand même, malgré tout, à certains dans le champ politique, de se dire que cette question doit être traitée politiquement, eh ben, ça sera déjà ça de prix. Je mets ça de côté, je reviens à nos histoires 2027. J'ai évoqué l'élection du président de LR qui nous a amené là-dessus. Il y avait une autre élection qui était peut-être assez négligeable, parce que c'était une partielle, dimanche dernier, qui était une partielle en Saône-et-Loire. Mais on peut en tirer quand même quelques leçons sur les partielles, parce que c'est la quatrième en quelques mois, et puis les résultats sont quand même assez concordants entre ces différentes élections. Ben, qu'a montré cette partielle? Outre le fait que la scène politique est totalement éparpillée, et quand bien même c'est une partielle qui avait une dimension nationale, puisque dans cette circonscription, on a vu débouler Bardella, Odoul, Manuel Bompard, Manon Aubry, Ferracci, le ministre, bon bref. Ben, cette partielle, elle a donné à voir que tout ce qui touche de près ou de loin au bloc gouvernemental est passé par pertes et profits par les électeurs. C'est-à-dire que la candidate et les candidats qui faisaient... La candidate, c'était une candidate horizon. Mais elle avait dit qu'elle ne siégerait pas chez Horizon, elle avait dit qu'elle siégerait chez Renaissance. Et elle avait pour suppléant un collaborateur de François Bayrou. Donc vous voyez, on a tout le spectre gouvernemental. Bah, celle-là, elle se retrouve à 12%, voilà, personne n'en veut. Elle est incapable de faire quoi que ce soit, sinon appelée à faire barrage au Rassemblement national. C'est pourquoi elle a été mise candidate finalement. Le seul qui émerge, c'est effectivement le candidat LR. C'est ce qu'on avait évoqué dans la précédente émission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a dans la période une force d'attraction vers les forces libérales qui ressurgit. On a un RN qui se maintient, et puis à gauche, on a une situation où dans cette partielle, il y avait un candidat du Parti socialiste qui était venu contre le précédent candidat qui était un candidat de LFI. Eh bien, LFI, je suis désolé de le dire, mais LFI sans Jean-Luc Mélenchon n'est rien. Voilà. Le candidat LFI, ou la candidate LFI en l'occurrence, celle qui, avec le NFP, s'était hissée au deuxième tour la dernière fois, eh bien cette fois-ci, elle fait 8% quand le candidat du Parti Socialiste fait 16%. Je ne dis pas que ça enterre les espoirs de LFI, c'est pas ça que je vous dis. Je vous redonne ma formulation. LFI sans Jean-Luc Mélenchon n'est rien. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, oui, aura sans doute une perspective à l'élection présidentielle, mais il ne faut pas croire, je le dis aux amis de LFI qui sont peut-être derrière le poste aujourd'hui, c'est une question politique dont vous devez sans doute vous saisir, c'est pas à moi de le faire, mais enfin, ne croyez pas, en tout cas tout donne à voir aujourd'hui que votre mouvement en tant que tel, au lendemain de la présence de Jean-Luc Mélenchon, n'est pas un mouvement politique durable. Donc ça, c'est les petits enseignements de la partielle. Je termine juste là-dessus, d'ailleurs, sur cette partielle, la gauche elle-même reste scotchée à 25% tout mouillé. Et ce qui m'amène à la présidentielle. Parce que la présidentielle, oui, Régis, il se passe des choses. Elles ont été décrites sur ce qui se passe à droite assez longuement dans ce qu'on vient de dire. Il se passe des choses quand même au Rassemblement national. Moi, je crois de plus en plus que le niveau de tension va être exacerbé entre la ligne Marine Le Pen et Jordan Bardella, entre la ligne Le Pen et la ligne Bardella, ce qui va avoir des conséquences sur les propositions de repli pour certains du côté de Retailleau, mais je crois plus largement que s'il y a un changement de jockey côté du Rassemblement national, je crois que toute une partie de l'électorat ne suivra pas sur monsieur Bardella. Et puis, il y a ce qui se passe à gauche. Et ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire que ce que vous avez très bien décrit, je discutais cette semaine avec quelqu'un qui est proche de tous ces milieux-là et qui me disait, je ne peux pas avoir un entretien avec qui que ce soit à gauche, au Parti socialiste, mais c'est vrai aussi de l'autre côté de l'échiquier, sans qu'au bout de 10 minutes, tous ces gens me disent, ah, mais si j'étais président, moi, je ferais ça. Et tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penserais de l'opportunité que j'aurais de me mettre dans la course à la présidentielle? Tous ces gens sont totalement ravagés, voilà. Ils se pensent tous en capacité d'être candidats. C'est le cas à gauche aujourd'hui, mais la discussion que l'on voit poindre aujourd'hui, entre d'un côté la ligne LFI et la ligne Mélenchon, qui est de faire la même chose que la fois précédente, d'essayer de rabattre sur eux le vote utile en disant il n'y a aucune candidature qui puisse concurrencer celle de Jean-Luc Mélenchon.
ou la ligne de tous les autres qui sont en train de parler d'une primaire dont personne ne voulait il y a encore quelques temps. La primaire, tout le monde avait acté, tout le monde avait théorisé que c'était une machine à perdre. Bon, ben là, ils n'ont pas d'autre idée. Ils sont incapables de produire du nouveau en termes de pensée politique, donc ils ressautent à la corde avec la primaire. Ben, tout cela, que ce soit et du côté de Mélenchon et du côté de ceux qui prônent la primaire, nous enferme dans la même impasse. Moi, je suis d'accord avec Régis pour dire que si on reste là-dedans, il n'y a rien à attendre de 2027. Il faut sauter par-dessus l'élection et partir pour la suite. Donc, à partir du moment où il y aura une construction qui se fait sur la base de la gauche. Mais la gauche est à son socle historique le plus bas. Elle pèse tout mouillé quand elle a dans le vent dans le dos aujourd'hui, 30%. Quand elle a gagné des élections, quand Mitterrand a gagné en 81, il faisait 42% et demi le Parti socialiste et l'ensemble de la gauche à l'élection municipale précédente. Quand François Hollande a gagné, à la municipale juste avant, la gauche faisait plus de 45%. Là, elle fait moins de 30% aujourd'hui. Elle n'est pas en situation de l'emporter. Donc à partir du moment où tous ces gens vont rester enfermés dans une construction qui est de se dire oui, oui, nous allons d'abord rassembler la gauche et tout ça va nous créer une dynamique exceptionnelle qui va nous permettre de nous élargir et d'aller gagner l'élection derrière, tout ça est mort. Tout ça est mort. Voilà. Donc soit on en reste là-dedans et c'est de la figuration, très peu pour moi, soit quelqu'un dit il y a un projet qui est un projet agrégateur qui vise à rassembler et à fédérer le peuple. Et à partir du moment où on s'adressera beaucoup plus largement, où on sortira de l'adjonction des petites catégories de la gauche, mais où on s'adressera au pays tout entier, la gauche suivra. Parce que de ce point de vue, Mélenchon, pour le coup, a raison. L'électorat de gauche le plus traditionnel, et notamment l'électorat social-démocrate, est le plus facile à conquérir, parce qu'il va toujours dans le sens du vent, et la force appelle la force. Voilà, moi, mon avis, et voilà comment il faut appréhender l'élection de 2027. Est-ce qu'une telle candidature sera capable d'émerger, ou est-ce que ce ne sera pas le cas? Ben, si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans 7 ans. Bon. Si je peux me permettre, Régis, trois observations brèves, si tu permets. D'abord, sur Retailleau, alors je mettrai un tout petit bémol, mais je pense que c'est de la tactique. Quand il a été interrogé, il a dit, mais moi, le débat, il a été tranché. Parce qu'on dit votre participation, je ne sais plus quel journaliste lui demandait votre participation au gouvernement avec Macron, etc. Il dit oui, mais les militants, ils ont tranché cette question, donc finalement, ma participation au gouvernement, elle est légitime. Donc, mon compétiteur, Laurent Wauquiez, il est allé plutôt du côté Le Pen. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas trop claironné parce qu'il voit bien tout de suite le piège, évidemment, que ça constitue pour lui si ça rime trop au camp macroniste. Le deuxième point, et ça tu l'as bien mis en exergue, et finalement, qu'a fait Macron pendant toutes ces années et la presse à sa suite? Ils ont hystérisé les débats. Et donc aujourd'hui, d'une certaine manière, quand un homme politique s'adresse à la foule, aux citoyens, etc., il est dans la punchline. Et c'est ce qu'a fait Wauquiez avec des propositions chocs, c'est ce que fait Attal avec des propositions chocs débiles, c'est ce que fait Darmanin, et c'est aussi ce que fait Retailleau. Et c'est beaucoup plus facile de s'adresser aux tripes qu'au cerveau et au cœur. On est dans la psychanalyse de base, dans des pulsions de rage, de haine, des pulsions mortelles, etc. Et donc, on agite tout ça, et c'est très compliqué d'avoir un discours un peu ordonné, etc. Ce que tu dis, c'est vrai, avec Bardella. Bardella, il incarne un petit peu une espèce de figure un peu comme Attal. Et qu'est-ce que ça va faire dans l'électorat Le Pen? Il y a peut-être beaucoup de gens qui risqueraient de se tourner vers Retailleau, qui est issu d'un parti dit de gouvernement, qui a déjà accédé aux affaires. Ils disent, avec Retailleau, au moins, il va traiter la question des Arabes et de l'insécurité et de l'islam. C'est ça. Et enfin, sur le troisième point, complètement d'accord, et ça rejoint aussi ce que disait Régis par rapport à Ruffin, qui est quand même très décevant, hein, avec ce saut qu'il a fait dans le camp social-démocrate. On ne crée pas une dynamique sur l'union avec les socialistes et les écologistes, dont plus personne ne veut. Et effectivement, en faisant ce gloubi-boulga comme finalement une synthèse d'un congrès du Parti socialiste,
les gens ils vont partir à gros bouillon. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui s'impose avec un projet qui parle le plus largement possible à la population et qui puisse s'imposer par son projet, par la dynamique qu'il aura créée autour de lui. Et aujourd'hui, la gauche est pas du tout en capacité, effectivement, quand on regarde les chiffres, de créer cette dynamique. Bon, mes chers amis, vous rêvez. C'est très bien, il faut rêver, hein, il faut avoir des rêves comme ça. Il ne peut rien sortir de cette France-là, de ce monde politique-là. Je vais en Ah ben dire un c'est ce tout qu'on petit dit, mot. hein. Donc, il faudrait trouver effectivement une dynamique et tout. Nulle part la dynamique, parce que je vous rappelle quand même qu'on a eu des élections législatives en 2024. Hein, avec une grosse poussée du Rassemblement national. Avec derrière, tout ça a fait un espèce de flop. Je ne dis pas qu'il aurait fallu que le RN arrive au pouvoir, ou en tout cas il y ait un groupe plus important, c'est pas ça la question. Il y a eu des petits arrangements d'appareils, et depuis, c'est rien. On a un président qui est ultra minoritaire, on a une chambre un Parlement et une Assemblée nationale, et je dis le Parlement, comprenant le Sénat, mais c'est rien. C'est quoi? Il y a des disputes, qu'est-ce qui sort d'intelligent? Quels sont Oui, mais ceux tout que... ça, Régis, c'est fait à offre politique constante. C'est-à-dire que l'élection de 2024, la législative, est la même que l'élection présidentielle de 2027, qui est la même que l'élection présidentielle de 2017. Le problème est un problème d'offre politique. Le Oui, mais problème n'est pas dans le pays. comment veux-tu que ce système-là, avec ces gens qui sont médiocres, qui sont en général incultes, dont beaucoup sont achetés, comment veux-tu que de ce ramassis d'imbéciles, hein, quand tu vois RCLA soudé d'un côté et quand tu vois Odoul de l'autre côté, hein, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il il peut rien sortir de là? Il peut rien sortir de là. Bon, moi je renvoie, hein, au 14 mai 1789, lorsque les premières réunions des États généraux, 7 jours après, la France était transformée. Hein, accélération de l'histoire. Donc j'espère. La dernière fois, on avait parlé de rupture. Elle est absolument indispensable, cette rupture. Malheureusement, je ne vois rien qui permette de l'envisager. Voilà, messieurs, écoutez, merci de vos interventions. Je vais m'occuper de mettre ça en ligne. Et je dis à nos spectateurs, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Je dis à Didier, merci d'être intervenu, et à François d'être fidèle également à cette nouvelle émission. Et on vous dit bien évidemment à la prochaine fois. Salut! Salut à tous. Salut!